Il y a des souvenirs que l'on perd par accident. Et puis il y a ceux qu'on nous apprend à oublier. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une histoire comme les autres. Ce n'est pas une théorie au sens classique. Ce n'est pas non plus une prophétie. C'est plutôt un frémissement. Une sensation étrange, presque imperceptible, que de plus en plus d'êtres humains ressentent sans parvenir à la nommer. Comme si quelque chose, enfoui très profondément en nous, commençait à se réveiller. As-tu déjà eu cette impression fugace, celle de savoir quelque chose sans jamais l'avoir appris, d'observer le monde et de sentir qu'il manque une couche de réalité, comme un voile posé volontairement sur ce que nous devrions voir? Peut-être que cela t'est arrivé la nuit, dans cet état particulier entre le sommeil et l'éveil, quand l'esprit n'est plus totalement prisonnier des règles habituelles. Un instant bref, presque dérangeant, où tu as eu le sentiment que ce monde n'est pas exactement celui qu'on t'a décrit. Et si je te disais que ce malaise n'est pas une illusion? Depuis quelques années, un phénomène discret mais troublant se propage. Des hommes, des femmes, partout sur la planète, sans se connaître, sans appartenir aux mêmes cultures, commencent à rapporter des expériences étonnamment similaires, des souvenirs qui ne leur appartiennent pas, des impressions de vies antérieures qui ne ressemblent pas à de simples réincarnations, des visions fragmentées d'un passé qui ne figure dans aucun livre d'histoire. Et surtout, une certitude commune, presque instinctive, quelque chose a été effacé. Non pas détruit, effacé. Comme si l'humanité avait autrefois accès à une connaissance, une mémoire collective, et que cette mémoire avait été volontairement verrouillée. Ce que certains appellent aujourd'hui la mémoire interdite. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une question simple. Et si l'oubli n'était pas naturel? Et si depuis des millénaires, nous vivions dans un état de mémoire amputée, convaincus que cet état est normal parce que nous n'avons jamais connu autre chose? Imagine un instant naître dans une pièce plongée dans une pénombre permanente. Tu apprendrais à t'y déplacer, à y vivre, à t'y sentir à l'aise. Mais cela ne voudrait pas dire que la lumière n'existe pas. Seulement que tu ne t'en souviens plus. Depuis l'aube de la civilisation moderne, l'être humain se définit par ce qu'il peut mesurer, prouver, classer. Tout ce qui échappe à cette logique est relégué au rang de mythe, de superstition ou de délire. Pourtant, certaines constantes persistent à travers toutes les époques. Les anciens parlaient d'un âge où les dieux marchaient parmi les hommes, d'un temps où la connaissance n'était pas apprise mais rappelée, un monde où la séparation entre le visible et l'invisible n'existait pas encore. Aujourd'hui, nous appelons cela des légendes. Mais une légende n'est souvent que la version déformée d'un souvenir trop dangereux pour être transmis tel quel. Car la mémoire est un pouvoir, et tout pouvoir, lorsqu'il est mal contrôlé, devient une menace. Si tu veux découvrir d'autres récits troublants, pense à t'abonner. Et toi qui m'écoutes dans l'obscurité, laisse une trace de ton passage. Partage ton coin du monde et l'heure à laquelle nos chemins se croisent. Ce que très peu de gens réalisent, c'est que le plus grand contrôle ne s'exerce pas par la force, mais par la limitation de ce que l'on peut se rappeler. Contrôler la mémoire, c'est contrôler l'identité. Contrôler l'identité, c'est contrôler la réalité perçue. Et si l'humanité n'avait jamais été privée de ressources, ni de liberté, mais simplement de souvenirs essentiels? Ce qui rend cette hypothèse si dérangeante, c'est qu'elle expliquerait beaucoup de choses. Pourquoi avons-nous ce sentiment constant de vide, même entouré de confort? Pourquoi la technologie progresse à une vitesse folle alors que la sagesse semble régresser? Pourquoi tant de gens aujourd'hui ressentent un appel intérieur, impossible à formuler, comme une nostalgie sans objet? Ce n'est pas un hasard si ces sensations s'intensifient précisément à notre époque. Nous vivons un moment charnière, un point de bascule discret, presque invisible, mais fondamental. Les systèmes qui ont maintenu l'humanité dans un état d'amnésie collective commencent à se fissurer. Non pas parce qu'un complot s'enfonce, mais parce que la mémoire cherche naturellement à revenir. Car l'oubli imposé a une durée de vie limitée. De plus en plus de personnes font des rêves récurrents, toujours les mêmes lieux inconnus mais étrangement familiers, des structures immenses, des ciels différents,
une sensation d'unité totale, suivie d'un réveil brutal, accompagné d'une tristesse profonde. D'autres ressentent un rejet instinctif du monde moderne sans pouvoir expliquer pourquoi, comme si quelque chose en eux se rappelait d'une autre manière de vivre, plus alignée, plus cohérente. Et puis il y a ces moments très particuliers, ces secondes suspendues où le temps semble dilaté, où on se sent plus vaste que son propre corps. Ces expériences ne sont pas nouvelles, ce qui est nouveau, c'est leur fréquence. Longtemps, ces phénomènes ont été étouffés, ridiculisés, pathologisés, mais aujourd'hui, ils deviennent trop nombreux pour être ignorés. Ce n'est pas une rébellion, ce n'est pas une révolution visible. C'est un rappel lent, fragmenté, parfois douloureux, mais inévitable. Car la mémoire interdite ne revient jamais de manière brutale. Elle se glisse d'abord dans les interstices, dans les silences, dans les intuitions que l'on n'ose pas écouter. Et peut-être que si tu es ici, maintenant, à écouter ces mots, ce n'est pas un hasard. Avant que l'histoire ne commence réellement, avant les dates gravées dans la pierre, avant les rois, les empires et les frontières, il existait un monde dont nous ne parlons presque plus. Non pas parce qu'il n'a jamais existé, mais parce que nous n'avons plus les mots pour le décrire. Quand on remonte suffisamment loin, l'histoire cesse d'être linéaire. Elle devient floue, fragmentée, contradictoire. Comme un souvenir ancien que l'on tente de raconter, mais dont certaines images ont été volontairement brouillées. Les archéologues appellent cela des zones d'ombre. Les historiens parlent de mythes fondateurs. Mais ce que très peu osent envisager, c'est que ces incohérences ne sont pas des erreurs, ce sont des traces d'effacement. Car il fut un temps où l'humanité ne se percevait pas comme aujourd'hui. L'homme ancien ne se pensait pas séparé du monde. Il ne se voyait pas comme un individu isolé, enfermé dans un corps, marchant sur une planète étrangère. Il se vivait comme une extension du vivant, comme un point de conscience au sein d'un tout bien plus vaste. La mémoire, à cette époque, n'était pas stockée dans le cerveau comme un disque dur fragile. Elle circulait, elle se transmettait autrement. Elle n'était pas personnelle. C'était une mémoire partagée. C'est ce que certaines traditions anciennes appelaient avec maladresse la mémoire des origines. Un état où savoir quelque chose ne signifiait pas l'avoir appris, mais simplement s'en souvenir au bon moment. Dans ce monde-là, la connaissance ne s'accumulait pas, elle se révélait. Les enfants naissaient avec une perception du réel beaucoup plus large que celle que nous connaissons aujourd'hui. Ils n'avaient pas besoin qu'on leur explique qui ils étaient, ils le savaient. Mais quelque chose s'est produit. Pas un cataclysme spectaculaire tel qu'on l'imagine dans les films, pas une explosion visible depuis l'espace, quelque chose de plus subtil, de plus profond. Une rupture de conscience. Progressivement, l'humanité a cessé d'accéder à cette mémoire collective. Pas brutalement, pas en une seule génération, comme un signal qui s'affaiblit lentement. Au début, seuls certains individus perdaient l'accès, puis des communautés entières, puis presque tout le monde. Et à mesure que la mémoire se fragmentait, une nouvelle structure a émergé. La hiérarchie. Quand la mémoire est partagée, le pouvoir l'est aussi. Mais quand la mémoire disparaît, ceux qui se souviennent encore prennent une place à part. Les premiers prêtres, les premiers initiés, les premiers gardiens du savoir. Ils n'étaient pas nécessairement malveillants au départ. Certains tentaient sincèrement de préserver ce qui pouvait l'être. Mais très vite, un choix s'est imposé. Devait-on rendre cette connaissance à tous ou la réserver à quelques-uns pour maintenir l'ordre? Car une humanité qui se souvient n'est pas facilement gouvernable. Une humanité qui sait d'où elle vient, qui elle est réellement et ce dont elle est capable, n'accepte pas facilement les chaînes quelles qu'elles soient. Alors la mémoire a été transformée. Découpée, symbolisée, dissimulée. Ce qui était vécu devenait rituel, ce qui était su devenait mythe, ce qui était évident devenait sacré, donc inaccessible.
On n'a pas supprimé la mémoire, on l'a codée. Les récits des anciens dieux, les textes sacrés, les architectures monumentales alignées avec les étoiles, les chiffres, les symboles, les cycles. Tout cela n'était pas destiné à être compris intellectuellement, mais reconnu intérieurement. Mais à mesure que les générations passaient, même cette reconnaissance s'est perdue. Alors on a commencé à expliquer les symboles au lieu de les ressentir, à interpréter au lieu de se souvenir. Et c'est là que l'oubli est devenu presque total. L'être humain a commencé à se définir comme un être séparé, un corps, un nom, une identité fixe. La conscience s'est contractée. Ce que nous appelons aujourd'hui « moi » est une version extrêmement réduite de ce que nous étions capables d'habiter autrefois. Mais l'effacement n'a jamais été parfait. Il ne pouvait pas l'être. Car certaines mémoires ne peuvent pas être détruites, elles peuvent seulement être rendues inaccessibles. Elles se sont réfugiées ailleurs. Dans l'inconscient, dans les rêves, dans les instincts, dans ces intuitions soudaines qui surgissent sans raison apparente. C'est pour cela que certaines vérités provoquent un malaise immédiat, même sans preuve. Ce n'est pas parce qu'elles sont fausses, c'est parce qu'elles résonnent. Et une chose qui résonne touche toujours quelque chose de plus ancien que la logique. Au fil des siècles, l'humanité a reconstruit une vision du monde sur cette base amputée. Des civilisations entières se sont élevées sur un socle de mémoire incomplète. Et pourtant, malgré les guerres, les écroulements, les renaissances, un fil invisible est resté intact. Un fil que l'on retrouve dans toutes les cultures, dans toutes les époques, sous des noms différents. L'idée d'un âge d'or, d'une chute, d'un savoir perdu, d'un retour attendu. Ce schéma n'est pas symbolique, il est mnésique. Il y a des réveils qui se font en douceur, et puis il y a ceux qui arrachent. Ce que l'humanité est en train de vivre n'est pas un éveil harmonieux, progressif, maîtrisé. C'est un réveil désordonné. Un retour de mémoire qui ne suit aucun manuel, qui ne respecte aucun calendrier, qui surgit là où on ne l'attend pas. Car lorsqu'une mémoire longtemps comprimée commence à refaire surface, elle ne revient jamais sous une forme propre et ordonnée. Elle revient par fragments, par vagues, par chocs. Et c'est exactement ce que nous observons aujourd'hui. Un monde en apparence ultra connecté, mais intérieurement fracturé. Une humanité informée comme jamais, mais perdue comme rarement. Une époque où tout est expliqué, analysé, décortiqué, et où pourtant le sentiment d'irréalité n'a jamais été aussi fort. Ce paradoxe n'est pas une erreur du système, c'est un symptôme. Le symptôme d'une mémoire qui tente de se réintégrer dans une structure qui n'a pas été conçue pour l'accueillir. Car notre monde moderne repose sur une hypothèse fondamentale, celle que l'être humain est incomplet par nature. Qu'il doit apprendre pour savoir, qu'il doit accumuler pour être, qu'il doit prouver pour exister. Mais que se passe-t-il quand quelque chose en nous commence à se souvenir d'un état où cette hypothèse était fausse? Il se produit une friction, une dissonance intérieure. Beaucoup de gens ressentent aujourd'hui une fatigue profonde qui ne disparaît pas avec le repos, une lassitude existentielle difficile à expliquer, comme si vivre selon les règles actuelles demandait un effort constant contre quelque chose de plus ancien, de plus naturel. Ce n'est pas de la dépression au sens classique, c'est une incohérence intérieure. La mémoire interdite, lorsqu'elle refait surface, ne dit pas « voilà la vérité », elle dit « quelque chose ne colle pas ». Et cette simple sensation suffit à fissurer toute une vision du monde. C'est pour cela que le réveil est désordonné. Certains cherchent à combler ce vide par toujours plus de stimulation, d'autres se réfugient dans des croyances rigides, d'autres encore ressentent une colère sourde, sensible, précise. Car lorsqu'un souvenir remonte sans être compris, il devient émotion avant de devenir sens. Et une émotion sans contexte peut être dévastatrice.
C'est ainsi que naissent les extrêmes, les radicalisations, les ruptures brutales. Non pas parce que l'humanité devient folle, mais parce qu'elle se souvient sans mode d'emploi. Autrefois, ces phases étaient accompagnées, encadrées par des rites de passage, par des structures initiatiques. Aujourd'hui, ces cadres ont disparu. Alors chacun se débrouille seul avec ce qui remonte. Certains parlent d'ascension, d'autres d'effondrement. Mais ces deux mots décrivent en réalité le même processus vu sous des angles différents. Car se souvenir, ce n'est pas seulement retrouver quelque chose de beau, c'est aussi retrouver ce qui a été perdu dans la douleur. Les anciennes erreurs, les choix oubliés, les conséquences non assumées. La mémoire interdite contient aussi la trace de ce qui a conduit à l'oubli, et ceux-là, peu sont prêts à l'affronter. Car se souvenir vraiment implique une responsabilité nouvelle. Si nous ne sommes pas seulement des victimes de l'histoire, alors nous en sommes aussi, d'une certaine manière, les co-créateurs. Cette idée est vertigineuse. Elle renverse la posture confortable de l'impuissance. C'est pour cela que beaucoup préfèrent rejeter ce qui remonte, le nier, le ridiculiser ou l'enfermer dans des cadres rassurants. Mais la mémoire ne peut pas être renvoyée indéfiniment. Elle revient encore, et encore, sous des formes de plus en plus insistantes. Des synchronicités troublantes, des impressions de déjà-vu à l'échelle collective, des intuitions partagées par des millions de personnes sans coordination apparente. Comme si l'humanité commençait à rêver le même rêve. Ce réveil désordonné n'est pas un échec, c'est une phase. Une phase chaotique, certes, mais nécessaire. Car avant qu'une mémoire puisse être intégrée consciemment, elle doit d'abord briser les structures qui l'empêchaient d'exister. Et ces structures sont profondément ancrées dans nos institutions, dans nos valeurs, dans notre rapport au temps, au travail, à la mort. Ce souvenir remet tout en question. C'est pour cela que le monde semble si instable. Ce n'est pas seulement un effondrement, c'est une reconfiguration. La mémoire interdite n'est pas dangereuse parce qu'elle révèle un ennemi caché. Elle n'est pas dangereuse parce qu'elle contiendrait une technologie perdue ou un secret de domination. Elle est dangereuse pour une raison bien plus simple et bien plus dérangeante. Elle change radicalement la manière dont l'être humain se perçoit lui-même. Car ce que l'humanité commence à se rappeler n'est pas flatteur, ce n'est pas confortable, et ce n'est certainement pas compatible avec la plupart des structures actuelles. La mémoire interdite ne dit pas « tu es faible », elle dit exactement l'inverse. Elle rappelle que la conscience humaine n'a jamais été aussi limitée que nous le croyons aujourd'hui, que notre état actuel n'est pas un sommet de l'évolution, mais une phase de contraction. Et cette idée seule est profondément subversive, car toute notre organisation repose sur la croyance que l'humain est incomplet, fragile, dépendant, qu'il a besoin d'être guidé, corrigé, encadré. Mais que se passerait-il si ce postulat s'effondrait ? Ce que la mémoire commence à révéler par fragments, c'est un état ancien, où la conscience humaine fonctionnait autrement, non pas comme une entité enfermée dans un corps, observant un monde extérieur hostile, mais comme un point de perception mobile, capable de se synchroniser avec différents niveaux de réalité. Dans cet état, la séparation entre pensée, émotion et environnement était beaucoup plus fine. L'intuition n'était pas un supplément étrange, mais un mode de perception central. Le temps n'était pas vécu comme une ligne rigide, mais comme un champ navigable. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est simplement incompatible avec notre langage actuel. Et c'est précisément pour cela que cette mémoire a été jugée dangereuse. Car un être qui se souvient qu'il n'est pas limité à une identité fixe devient difficile à enfermer dans un rôle unique, difficile à réduire à une fonction, difficile à faire obéir à une peur fabriquée. Mais il y a plus. La mémoire interdite ne parle pas seulement de ce que nous étions capables de faire, elle parle aussi de ce que nous avons choisi d'oublier. Elle révèle que l'oubli n'a pas uniquement été subi. À un moment donné, l'humanité a accepté cette amnésie, non pas par faiblesse, mais par nécessité. Car accéder à une conscience étendue implique une responsabilité immense.
Chaque pensée a un impact, chaque intention résonne. Dans un tel état, il n'est pas possible de se mentir longtemps, ni de mentir aux autres. Et ce niveau de transparence est exigeant, éprouvant, inconfortable. Alors, une partie de l'humanité a choisi l'expérience inverse, l'expérience de la séparation, de l'individualité poussée à l'extrême, de l'oubli comme terrain d'exploration. Ce n'était pas une chute, c'était un choix expérientiel. Mais ce choix avait une condition implicite. L'oubli devait être temporaire. Car rester trop longtemps dans un état de séparation crée une souffrance cumulative, une perte de sens, une dérive. Et c'est exactement ce que nous observons aujourd'hui. La mémoire interdite revient parce que le cycle arrive à son terme, non pas pour punir, mais pour rééquilibrer. Cependant, ce retour n'est pas sans risque, car se souvenir trop vite, sans intégration, peut provoquer une désorientation profonde. Certaines personnes ressentent une perte d'identité, d'autres ont l'impression que leur vie normale est vide de sens, d'autres encore développent un sentiment de supériorité spirituelle tout aussi piégeant. La mémoire interdite n'est pas une récompense, c'est un outil. Et comme tout outil puissant, il peut être mal utilisé. C'est pour cela qu'elle a toujours été transmise avec prudence, par étapes, par expérience directe plutôt que par dogme. Mais aujourd'hui, elle revient de manière brute, sans filtre, sans hiérarchie, sans cadre. Et cela crée un phénomène inédit. Une humanité qui commence à se rappeler tout en restant immergée dans des structures conçues pour l'oubli. La tension est énorme. C'est pour cela que tant de gens ressentent un appel intérieur contradictoire, un désir de vérité mêlé à une peur intense de ce qu'ils pourraient découvrir. Car se souvenir, ce n'est pas devenir spécial, c'est devenir responsable. Responsable de ses choix, de ses pensées, de son impact. La mémoire interdite rappelle que nous ne sommes pas simplement des passagers dans un monde absurde, mais des participants actifs dans un champ de réalité vivant. Et cette idée change tout. Elle change la manière dont on regarde la mort, la manière dont on regarde le temps, la manière dont on regarde les autres. Elle rend impossible certaines formes de domination, certaines formes de manipulation, certaines formes de mensonge. Il n'y a pas de révélation finale, pas de vérité unique gravée dans la pierre, pas de moment spectaculaire où tout s'illumine soudainement. La mémoire interdite ne fonctionne pas ainsi. Elle ne revient pas pour impressionner, elle revient pour réintégrer. Ce que l'humanité approche aujourd'hui n'est pas une apocalypse, ni une ascension miraculeuse. C'est un seuil, un point de passage subtil, presque silencieux, où deux manières d'exister se superposent encore. D'un côté, le monde tel que nous l'avons construit sur la base de l'oubli, de l'autre, une perception plus vaste, encore fragile, encore hésitante, mais déjà bien présente. Nous sommes entre les deux. Et cette position intermédiaire est inconfortable. Car franchir un seuil ne signifie pas abandonner immédiatement ce qui précède. Cela signifie apprendre à vivre avec deux réalités en tension. La mémoire interdite, lorsqu'elle commence à être intégrée consciemment, ne transforme pas l'humain en être supérieur. Elle le rend plus lucide. Lucide sur ses conditionnements, lucide sur ses peurs, lucide sur les récits qu'il a acceptés sans les questionner. Et cette lucidité change lentement mais profondément la manière d'agir. On cesse de réagir automatiquement, on observe davantage, on écoute ce qui se joue derrière les mots, derrière les émotions, derrière les situations. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est irréversible. Car une fois qu'un souvenir essentiel a été reconnu, même partiellement, il ne peut plus être totalement effacé. Il devient une référence intérieure. De plus en plus de personnes fonctionnent déjà ainsi, sans forcément mettre de mots dessus. Elles ne cherchent plus à convaincre, elles ne cherchent plus à fuir, elles ajustent. Elles comprennent intuitivement que ce monde n'a pas besoin d'être détruit pour changer, il a besoin d'être habité autrement. La mémoire interdite n'appelle pas à quitter la matière,
elle appelle à la traverser consciemment. Elle ne nie pas l'individualité, elle la replace dans un contexte plus large. Tu n'es pas seulement un corps qui pense, tu es une conscience qui expérimente un point de vue précis, ici et maintenant. Et ce point de vue a de la valeur. C'est pour cela que ce seuil est personnel. Il ne sera jamais franchi collectivement en une seule fois, il se traverse individuellement à des rythmes différents. Certains resteront longtemps attachés à l'ancien cadre, par peur, par fatigue, par attachement. Et ce n'est pas une erreur. D'autres sentiront l'appel plus fort, pas comme une obligation, mais comme une évidence silencieuse. Ils ne sauront pas toujours expliquer ce qu'ils ressentent, mais ils sauront reconnaître ce qui est faux, ce qui sonne creux, ce qui ne résonne plus. Et cette simple capacité est déjà une forme de souvenir retrouvé. La mémoire interdite ne demande pas qu'on la croie, elle demande qu'on l'écoute. Dans les moments de calme, dans les silences inconfortables, dans les questions sans réponse immédiate. Elle se manifeste souvent là où l'ego lâche prise, là où l'on accepte de ne pas tout comprendre, de ne pas tout contrôler.